Bonjour à toutes et à tous. Je vais ouvrir cette première table ronde qui s'intitule Recherche partenariale, un enjeu existentiel pour toutes les entreprises. On n'est pas allé avec le dos de la cuillère, on a décidé de mettre l'existence même de nos entreprises au centre de notre réflexion. Donc, la recherche partenariale est une collaboration, comme ça a été indiqué par des discours précédents, bidirectionnelle, entre d'un côté les acteurs de la recherche publique et de l'autre les acteurs des entreprises qui souhaitent ensemble innover afin de développer de nouveaux produits, procédés, services et d'accroître la compétitivité des industries de notre pays. Un projet de recherche partenariale est défini par tous les acteurs impliqués, mais le rôle, le regard et parfois même des attentes de chaque acteur, laboratoire et entreprise peuvent être spécifiques. Notre table ronde de ce matin concerne plus particulièrement les entreprises, les acteurs clés de ces partenariats. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux témoins de premier plan ayant une expérience concrète de la recherche partenariale. Donc, je vous présente Carole Gratz-Müller, présidente d'Etna Industries, un constructeur d'équipements et de composants dans les domaines hydrauliques et pneumatiques, également présidente du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Carole vise justement à faire le lien entre la recherche scientifique et l'industrie du point de vue des petites et moyennes entreprises. Vous nous partagerez votre point de vue en tant que dirigeante d'une PME innovante et aussi présidente du CETIM. Et à côté de Carole, Jérôme Christin, directeur de la R&D du groupe Air Liquide, un leader mondial des gaz et technologies des services pour l'industrie et la santé. Air Liquide est présent dans 60 pays avec plus de 60 000 collaborateurs. Vous, vers Jérôme, vous nous partagerez vos points de vue sur la vision d'un grand groupe avec une forte culture de l'innovation. Nous les remercions tous les deux de leur présence et nous attendons leurs constats, leurs avis et surtout leurs messages au sujet de la recherche partenariale, de son importance et des moyens de la rendre plus efficace et plus utile à l'avenir. Je vais ouvrir maintenant la discussion et les échanges en donnant la parole à Carole et puis à Jérôme sur une première question. Pourquoi la recherche partenariale est-elle existentielle pour vous? Pourquoi votre survie en dépend? Voilà, Carole. Bonjour à tous. Merci, Mickaël. Alors, pourquoi c'est important? C'est vital. En fait, c'est même pas une alternative. Si on veut continuer d'exister, il faut qu'on innove. C'est un enjeu de croissance, c'est un enjeu, par exemple, pour une PME de différenciation aussi. Il faut qu'on assure notre montée en compétences parce qu'on fait face maintenant à une concurrence étrangère qui a un coût de production bien plus bas que le nôtre. Donc, en fait, il faut qu'on puisse se différencier. Et donc, les enjeux, ils sont surtout économiques. Donc, c'est de la compétitivité, c'est de la productivité. Puis, il y a la réglementation aussi qui vient nous impacter et pour lequel on a besoin d'innover. Enfin, je pense, par exemple, à tout ce qui a suivi REACH, les PFAS aujourd'hui, etc., qui nous oblige à innover. Alors, il ne faut pas... Moi, je parle au titre d'une PME. Il ne faut pas oublier que la supply chain des industries manufacturières aujourd'hui, c'est à 92% de la PME. Donc, et là je parle d'entreprises, je ne parle même pas des TPE, mais on est excessivement nombreux et aujourd'hui un peu en danger. Donc en fait, ça, je crois qu'il faut bien le réaliser. Les PME qui disparaîtront aujourd'hui, elles ne reviendront pas. Et donc la recherche, elle a un coût. Et ce coût, il faut qu'on puisse l'assumer. Alors, je rejoins ce que dit le ministre. Je crois que toutes les entreprises doivent prendre part à la recherche, ça c'est évident. Après, chacune à la mesure de ses moyens. Les PME, elles n'ont pas toujours des équipes dédiées à la recherche, donc elles ont besoin de trouver ailleurs du renfort pour assumer cette recherche. On ne maîtrise pas bien les codes, on ne connaît pas forcément très bien les dispositifs, on ne sait pas toujours non plus très bien où aller les chercher. Et donc, on a aussi un peu un sentiment que la recherche est trop orientée Deep Tech, Startup Nation, etc. Alors qu'en fait, moi personnellement, en tant que dirigeante de PME, je suis aussi très concernée par la recherche appliquée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait de la recherche fondamentale, qu'on a élaboré un certain nombre
de choses, eh ben, en fait, il faut les appliquer aux usages industriels. Et là, c'est là où est tout l'enjeu pour nous. Donc ça, pour ça, c'est ça qui est important. Et puis le ministre en a parlé, le problème de la propriété intellectuelle. Donc effectivement, quand on fait de la recherche, nous, pour des grands donneurs d'ordre, puisque ce sont essentiellement nos clients, quid de l'API, on lève des verrous technologiques, des briques technologiques. Est-ce qu'elles sont à nous? Est-ce qu'elles ne sont pas à nous? Est-ce qu'elles sont aux grands donneurs d'ordre? Ça, c'est des choses qui restent à déterminer. Voilà, merci Carole. Jérôme? Merci Carole, merci Michael. Bonjour à tous. Donc, comme l'ont dit Patrice Caine, Patrick Martin et le ministre Philippe Baptiste, la recherche et l'innovation sont des leviers absolument clés pour, évidemment, la souveraineté de la France et de l'Europe et pour également pour les entreprises, pour la croissance et la productivité, la compétitivité. Mais attention, ces leviers dont on parle, la recherche et le développement, c'est clé également pour tous les autres pays, ça a été évoqué. Moi, je reviens à l'instant d'Asie. J'ai passé 2 semaines en Asie. J'ai fait Shanghai, Pékin, Séoul et Tokyo. Eh bien, je peux vous assurer que l'innovation va extrêmement vite là-bas. Juste à titre d'exemple, moi j'étais en week-end à Pékin il y a 10 jours. Le samedi, conférence sur la capture du carbone. Le dimanche, conférence sur l'intelligence artificielle. Ça n'arrête pas. Et quand on regarde le Global Innovation Index, donc l'indice d'innovation globale, on voit que désormais, la Chine se hisse à la première place. 24 des 100 clusters d'innovation sont en Chine. Mais c'est une rupture absolument majeure. Quand vous regardez les 6 premiers, vous avez Shenzhen, vous avez Shanghai et vous avez Pékin dans les 6 premiers. Donc 3 sur 6 sont chinois. Donc, il est vital d'accélérer et de continuer la recherche, évidemment, en France. Et donc, dans ce contexte, pour revenir à la question de Michael, dans ce contexte, la recherche partenariale est existentielle. Alors, elle est existentielle pour 2 raisons. La première, c'est vraiment développer les nouvelles technologies, les nouvelles applications, donc en partenariat avec les universités qui sont présentes ici, les industriels, les start-up. Bon. La deuxième raison, qui est fondamentale, c'est l'accès aux compétences. Et l'accès aux compétences d'un niveau exceptionnel en France notamment. Alors, je donne un exemple, et je sais que certains sont là certains partenaires sont ici dans la salle. Le groupe Air Liquide développe actuellement des technologies bas carbone, donc pour de l'hydrogène bas carbone, et nous travaillons notamment sur le craquage de l'ammoniac, donc NH3, qui va faire H2 et N2. Et donc, dans ce cadre-là, on a besoin de travailler sur la nitruration des matériaux, donc l'impact de l'azote sur les matériaux. On n'a pas les compétences en interne. Et qu'est-ce qu'on fait? On va avoir notre partenaire, qui est donc l'Institut Jean Lamour, une unité mixte du CNRS et l'Université de Lorraine qui est parmi nous. Et on les a sollicités et ils nous ont apporté on va dire, des compétences, ils ont contribué à ce projet de façon remarquable et on peut progresser sur cette thématique qui est à la frontière du savoir. Donc, en conclusion, pour Air Liquide, c'est existentiel et c'est la raison pour laquelle 50% des projets d'innovation sont réalisés en partenariat et ceci représente 350 partenaires dans le monde. Et le CNRS, c'est notre premier partenaire. Merci Jérôme, merci Carole. On se disait que face à ce constat de la menace existentielle, il faudrait se rappeler, et ça a été indiqué aussi par les discours avant nous, on ne se résigne pas. On n'est pas mort encore. Quels sont des aspects positifs? Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui pour soutenir la recherche partenariale pour toutes les entreprises? Carole. Alors, ça a été dit aussi avant, il y a un dispositif qui fonctionne bien, c'est le crédit impôt recherche. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au fil de l'eau, on a des règles qui changent un peu ou qui menacent de changer, certainement. Donc, ça manque un petit peu de lisibilité et de visibilité. Pour une PME, c'est vrai que les règles du jeu qui changent, c'est pas toujours facile.
Après, moi, je vais vous parler de mon témoignage. Là, je vais plutôt prendre ma casquette de présidente du CETIM et parler du secteur mécanicien que je connais un peu. Dans le secteur mécanicien, en fait, sous une barrière commune qui s'appelle Mécalliance, on a organisé avec la FIM, le CETIM, l'UNM, qui est un bureau de normalisation. En fait, on organise un écosystème de mise en commun de la recherche. Donc, en fait, c'est fondé. On a la FIM et les organisations professionnelles qui peuvent faire remonter des besoins, etc. On a le CETIM, qui est un ORDC, qui est un institut Carnot, et qui, lui, fait de la recherche fondamentale en amont avec des partenariats, des partenaires académiques, etc., mais qui permet pour les entreprises ensuite de dérisquer des innovations, et surtout, c'est une mutualisation de la recherche, la mise à disposition de moyens technologiques que les PME ne peuvent pas, en général, supporter. Et donc ça, c'est un outil qui fonctionne vraiment très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse adapter et continuer d'adapter. Alors pas seulement sur des TRL élevés, parce que ça c'est le côté plus recherche fondamentale sur lequel les PME ont du mal à s'engager, peut-être par manque de moyens aussi, et puis par manque de connaissances. C'est vrai que ça a été dit précédemment, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne dans les universités. On n'a pas forcément non plus tout le temps d'aller partout pour se renseigner. Et donc là, on trouve aussi au sein du CETIM, j'en parle, mais enfin, je pense que les centres techniques, il y a d'autres organismes. Et donc, en fait, ça, il faut pouvoir continuer à le pérenniser de manière à transfuser toutes ces connaissances et toutes ces innovations au sein des PME. En fait, je rappelle quand même que la filière manufacturière, c'est 92% de PME. Et puis ensuite, on agit aussi en partenariat, en collaboration avec l'UNM, Bureau de normalisation de la mécanique, qui lui permet aussi d'apporter sa pierre. En fait, les normes doivent être constituées dès les débuts de l'innovation. En fait, il faut commencer la normalisation. Je suppose que vous en êtes tous convaincus aussi. C'est aussi un levier. Et donc, en fait, plus on commence tôt la normalisation lors des sujets d'innovation, et mieux on est armé par la suite. C'est un levier de compétitivité. Donc là, ce que je vous ai donné comme exemple, pour moi, c'est un attelage public-privé qui fonctionne bien et qu'il faudrait pouvoir pérenniser. Donc ça c'est le premier pas. Et puis donc, surtout aussi... le crédit d'impôt recherche, pourquoi? Parce que lui, en fait, il ne hiérarchise pas la recherche, il ne l'oppose pas, et donc ça, je trouve que c'est plutôt vertueux. Merci, voilà. Merci Carole. Jérôme, qu'est-ce qui marche? Bon, bien en phase avec Carole et Michael, la recherche est bien vivante. Je tiens à dire quand même que l'écosystème français donc d'innovation est remarquable, et notamment les compétences que j'évoquais tout à l'heure. Mais la tentation, finalement, dans un budget contraint, ça serait de vouloir flécher cette recherche fondamentale. Et je vais peut-être vous surprendre, mais de notre côté, pour nous, il est fondamental de laisser la liberté à la recherche publique, de laisser la liberté à la recherche fondamentale pour avancer sur de nombreuses thématiques. Parce que quand on conduit nos projets de recherche, on ne voit pas tout, et on a besoin de se faire inspirer par cette recherche fondamentale. Et je pense que des bons exemples, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Donc là, on parle du prix Nobel 2024, quand même de chimie, où là, ça nous a beaucoup aidé également pour travailler sur la découverte de nouvelles molécules. Bon, là, les partenaires, l'ENS, Ulm, on a de nombreuses universités, écoles, je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont absolument remarquables. Je citerai aussi le prix Nobel 2025, c'est notre partenaire qui a eu le prix Nobel 2025 de chimie. Professeur Kitagawa, Université d'Hiroshima, on a travaillé avec lui sur les MOF. Donc prochain prix Nobel de chimie, j'espère que l'année prochaine, ça sera aussi des Français. Je reviens sur ce qu'a dit à l'instant Carole. Il y a des dispositifs qui fonctionnent bien et qu'il faut sanctuariser. Donc évidemment, le crédit impôt recherche est vital pour la compétitivité des entreprises, et la recherche, c'est le futur, c'est l'avenir. On est convaincu que couper le crédit impôt recherche ou couper le CIR, c'est amputer l'avenir. Et pour le groupe Air Liquide, on parle de 2/3 des dépenses d'innovation qui sont réalisées en France. Donc c'est majeur. On a notre plus grand campus innovation qui est en France. Et évidemment, tout ceci a largement
était possible grâce à ces dispositifs, et notamment grâce au crédit impôt recherche. Un autre dispositif qui fonctionne bien, c'est les dispositifs d'aide aux pilotes, ou donc de pilotes qui permettent de passer du laboratoire au terrain, donc de monter à l'échelle. Et ça, c'est essentiel pour nous, pour la recherche, et notamment pour les recherches plus appliquées. Mon dernier point sur ce qui fonctionne bien, c'est quand on arrive à trouver cette alchimie entre un partenaire, donc je citais tout à l'heure avec Nancy, donc la Lorraine, on a une magnifique alchimie, le LRGP fait tout. Entre la recherche publique, enfin la recherche fondamentale portée par la recherche publique et la recherche privée portée par les industriels, les ETI, les PME, les grands groupes, c'est très important de préserver cet équilibre, cette alchimie, parce qu'il est fragile. Et là, chacun doit fonctionner avec ses propres règles, on ne doit pas les opposer. Et je reviens sur ce degré de liberté qui est fondamental, notamment pour la recherche publique. Merci Jérôme, merci Carole pour vos encouragements et pour nous avoir rappelé que tout n'est pas sombre. Ceci dit, comme a dit Jérôme, il y a des fragilités, il y a des difficultés. Et donc, on voudrait vous demander, tous les deux, quelques recommandations ou messages qu'on pourrait porter avec nous à la maison en sortant de cette réunion aujourd'hui. Donc, Carole, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, déjà le constat, c'est qu'en fait, il ne faut pas prendre de retard. on en a déjà beaucoup, mais il ne faut pas continuer d'en prendre. Donc, en fait, aujourd'hui, on l'a cité déjà plusieurs fois, ce qu'il faut, c'est identifier, pérenniser et sanctuariser les dispositifs qui fonctionnent. Ce n'est pas la peine de tout revoir. On a parlé tout à l'heure de repartir à zéro ou devant une page blanche. Non, en fait, il n'y a pas. Il y a des choses qui fonctionnent et il ne faut pas se poser la question, il faut les pérenniser, les sanctuariser. Et surtout, donner de la visibilité. En fait, c'est un peu comme dans tout. On parle aussi d'investissement, etc. Sans visibilité, on est incertain. On est toujours dans l'attente qu'on vous change les règles du jeu. Quand je parle d'une PME, en fait, c'est toujours pareil. On n'a pas forcément le temps de toujours être au courant de toutes les dernières subtilités réglementaires, etc. Et donc, ça, c'est important d'avoir des règles claires et de se dire ça va durer un certain temps. Après ça, je pense que les CTI, et notamment le CETIM pour la recherche appliquée et le développement expérimental, pour nous, c'est très important. C'est la mutualisation de la recherche, mais ça nous permet de faire de la recherche. Et ils nous ont prémâché, en fait, la recherche fondamentale. Nous, on est plus sur la partie recherche appliquée, même si ça permet à nos innovations de voir le jour. Et puis alors ensuite, on a parlé aussi plutôt du label Carnot, alors qui évolue, mais en même temps, le label Carnot, pour avoir fait du CIR et pour avoir utilisé les instituts Carnot et pas que le CETIM, en fait, ça nous permet d'identifier des acteurs qui ont une expérience aussi, entre guillemets, de la relation industrielle. Et ça, c'est important aussi parce que même s'il y a des choses à faire au niveau de l'explication de ce que font les académiciens par rapport à ce que font les entreprises, etc., de les refaire communiquer, discuter entre elles, etc., si nous, on peut déjà identifier des acteurs qui sont dans cette relation industrielle, c'est important. Et puis, donc, maintien du CIR, du CIRCO. Et puis surtout, en fait, arrêter de vouloir faire notre bien, à nous, les PME, sans nous demander notre avis. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu, j'ai envie de dire, un petit peu logique. Et donc, en fait, la recherche, ne pas la hiérarchiser ou la prioriser. En fait, il y a de la recherche fondamentale, il y a de la recherche appliquée, et quelle qu'elle soit, elle est importante. Et puis, je redirais aussi encore que attention, les PME qui disparaissent aujourd'hui, elles ne reviendront pas demain. Et ça, c'est un sujet de souveraineté, c'est un sujet c'est un sujet important, c'est un sujet économique et c'est un sujet d'emploi en France aussi. Voilà. Merci Carole. Alors Jérôme, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, il n'y a pas des recommandations. Pour nous, il y a une seule recommandation. Et la seule recommandation, c'est revenir aux fondamentaux. Et pour ça, c'est de la clarté, de la simplicité, poursuivre en fait l'effort de simplification, de fluidité et entre les relations entre évidemment la recherche publique et la recherche privée. En écoutant le ministre, Philippe Battiste, c'est bien, il y a quand même une bonne dynamique dans cette direction. Je pense qu'on peut aller plus loin. Il faut quand même reconnaître, et ça a été évoqué par Patrice Caine également, il faut reconnaître que ces 20 dernières années,
on a eu de nouvelles structures qui se sont accumulées au gré du temps, et à chaque fois avec une très bonne intention. Hein. L'intention, tous les gouvernements, elle était bonne. Mais à la fin, moi personnellement, je suis à la tête de la R&D d'un grand groupe. Il a fallu que tout le monde me fasse un petit papier pour m'expliquer les 13 SATT, pour m'expliquer les 8 IRT, les 17 PEPR, etc. etc. Donc en fait, c'est un millefeuille complexe et c'est assez compliqué hein, de comprendre tout ça. À l'inverse, notre partenariat avec le CNRS, je le comprends très bien. Ça fonctionne bien, il y a les compétences qui sont remarquables, ils sont extrêmement brillants. En plus de ça, ils sont tous super sympas, on travaille bien ensemble. Et puis, ils ont une passion pour la science. Voilà, on travaille super bien ensemble. Mais pour moi, c'est ça le message. C'est la recherche se fait dans les laboratoires, dans les universités. Et donc, il s'agit de simplifier tout ça et éviter de rajouter des nouvelles structures et de complexifier le tout. Donc mon message, c'est restons simples et efficaces. Et en conclusion, donc pour moi, donc et pour nous, la recherche donc partenariale est existentielle, ce qui était quand même la thématique existentielle, et notamment pour les compétences qu'on vient d'évoquer, mais surtout dans un contexte international qui est très compétitif et ça avance très vite. Donc il faut poursuivre dans cette direction. Préservons ce qui fonctionne, le crédit impôt recherche, le dispositif sur les pilotes et autres dispositifs. Et puis enfin, simplifions, continuons la simplification pour être simple, efficace et faire que la France continue à briller. Paris est 12e actuellement dans le classement que j'évoquais tout à l'heure, hein, donc c'est bien, hein, mais on peut encore faire mieux et avancer. Et je tiens également à remercier Clarisse et la NRT pour l'invitation ici. C'est toujours un plaisir de revenir à la NRT. Voilà, merci Jérôme. On arrive au terme de nos échanges. Je voudrais juste tenter une petite synthèse de ce qui a été dit. Donc, on retient que la recherche partenariale est une question de survie. C'est une question de survie de nos entreprises en France et en Europe pour rester dans la course de la compétitivité et de l'innovation dans un contexte international exigeant hein, et qui s'accroît. L'enjeu de la compétitivité s'associe aussi, et ça a été dit dans les interventions précédentes aussi, ça rejoint un contexte de souveraineté hein, qui est menacé par notre incapacité à être leader dans un certain nombre de domaines. La collaboration pour un maximum de compétences et d'expertise est la recherche fondamentale au développement industriel, et il ne faut pas faire de distinguo entre les différents niveaux de développement de la recherche, ni de la taille des entreprises concernées. Donc on a voulu aujourd'hui dans cette table ronde associer les PME, les grands groupes, de parler de tous les niveaux de chaîne de développement de la recherche fondamentale jusqu'au développement industriel. Pour que cela marche, quelques mots-clés. On veut que ça soit efficace et facile pour les acteurs. Donc ça veut dire qu'il nous faut de la clarté, de la simplicité et une certaine liberté d'action. Pas trop de contraintes, même si ces contraintes peuvent parfois sembler logiques. Ces contraintes sont difficiles. Les entreprises, même s'ils sont passionnés de la recherche et ils adorent travailler avec les laboratoires, ils n'ont pas que ça à faire. Donc nous devons leur donner la possibilité facilement de trouver les bons acteurs pour collaborer en bonne intelligence et de profiter de l'intelligence collective que forment les laboratoires et les entreprises dans l'intérêt de notre pays. Un autre mot, puisqu'on est là avec deux représentants d'entreprises, c'est qu'il ne faut pas oublier, et c'est un message aussi pour l'État qui soutient l'effort de la recherche, il ne faut pas oublier d'écouter les entreprises. Elles ont des choses à dire. Elles ont des choses à dire sur la bonne façon de faire de la recherche partenariale et la bonne façon de la soutenir. Elles ont besoin de recherche partenariale simple, fluide et efficace.
Donc, je remercie encore Carole Grassmiller et Jérôme Christin pour leurs témoignages, leurs avis et leurs messages. Nous attendons avec impatience la suite de ces assises et je vous remercie, vous, toutes et tous, d'avoir assisté à notre table ronde. Excellente journée.